Les données du schéma qui va se construire progressivement sont exprimées en milliards d'euros et valent pour l'année 2013. Les valeurs ont été arrondies. Vous pourrez cliquer sur les termes apparaissant dans ce schéma pour obtenir des précisions les concernant. Il vaut toutefois mieux passer alors en mode manuel. En 2013, l'épargne brute des ménages s'est élevée à 200 milliards d'euros. C'est ce que l'on appelle un flux, c'est-à-dire une quantité au cours d'une période, ici l'année 2013. L'essentiel de cette épargne est utilisé à l'investissement des ménages. Investissement en biens immobiliers, mais également en investissement productif des entrepreneurs individuels. Les comptes de ces entreprises sont en effet confondus avec ceux du ménage qui les possède. Ces investissements représentaient 120 milliards d'euros en 2013. Après la prise en compte d'un certain nombre d'opérations diverses, aides à l'investissement, transferts en capital, impôts en capital, il reste ce que l'on appelle l'épargne financière pour un montant de 77 milliards d'euros. Ces flux d'investissement et d'épargne financière vont venir alimenter des stocks qui représentent la somme des flux accumulés à un moment donné, ici à la fin de l'année 2013. Ces stocks représentent le patrimoine des ménages. Ainsi, les flux d'investissement des ménages sur l'ensemble de l'année 2013 sont venus grossir leur stock d'actifs non financiers qui au 31 décembre 2013 valait 7 126 milliards d'euros. De même, leur épargne financière est venue gonfler leur stock d'actifs financiers qui au 31 décembre 2013 valait 4 501 milliards d'euros. Les actifs non financiers prennent la forme de bâtiments pour 3 504 milliards d'euros. Ils prennent également la forme de terrains pour 3 404 milliards d'euros. Enfin, la rubrique divers regroupe principalement des objets de valeur, des œuvres d'art par exemple, des machines et des équipements. Les actifs financiers, quant à eux, prendront principalement la forme de numéraires, c'est-à-dire de pièces et de billets, de dépôts sur des comptes à vue, mais également de livrets d'épargne. On y trouvera également des prêts accordés par les ménages, mais pour une très faible part. Ils prennent également la forme d'actions, c'est-à-dire de titres de propriété de sociétés anonymes. Enfin, ces actifs financiers peuvent être placés sous forme d'assurance, assurance vie principalement. L'ensemble de ces actifs financiers et non financiers représente le patrimoine des ménages pour un montant d'une valeur de 11 627 milliards d'euros au 31 décembre 2013. Il faut toutefois retrancher à la valeur de ce patrimoine brut les crédits que les ménages n'ont pas encore remboursés. Crédit à la consommation, crédit à l'investissement. Au 31 décembre 2013, ces crédits non remboursés représentaient 1 329 milliards d'euros. On obtient alors le patrimoine net des ménages au 31 décembre 2013, 10 298 milliards d'euros. Dans le module précédent, nous avons vu que l'on pouvait exprimer l'épargne des ménages en valeur relative, pour effectuer des comparaisons dans l'espace et dans le temps plus efficaces. On avait alors pu définir le taux d'épargne de la façon suivante: épargne brute des ménages divisé par revenu disponible brut des ménages, le tout fois 100. On procédera de la même façon avec l'épargne financière. Le taux d'épargne financière est alors égal à l'épargne financière des ménages divisé par leur revenu disponible brut, le tout multiplié par 100. Ce graphique présente le taux d'épargne médian des ménages en fonction de leur niveau de vie en 2010. Un taux d'épargne médian est un taux d'épargne tel que 50% de la population a un taux inférieur à ce taux médian
et 50% un taux supérieur. Les niveaux de vie ici sont fonction du revenu disponible brut des ménages et de leur taille. On a réparti la population des ménages en quintiles de niveau de vie, c'est-à-dire que l'on a isolé des tranches de 20% de la population en fonction de leur niveau de vie. Ainsi, Q1, le premier quintile, représente le niveau de vie maximum des 20% de la population au niveau de vie le plus faible, et Q4 représente le niveau de vie minimum des 20% de la population au niveau de vie le plus élevé. L'INSEE livre ici deux estimations de ces taux d'épargne. Quelle que soit l'estimation retenue, le graphique fait apparaître que plus le niveau de vie est élevé et plus le taux d'épargne est élevé. Les inégalités de taux d'épargne en fonction du revenu apparaissent très fortes. Ainsi, pour les ménages les plus modestes, ceux dont le niveau de vie est inférieur à Q1, les taux d'épargne sont très nettement négatifs, moins 10 et moins 20% selon les estimations. À l'opposé, pour les 20% de la population au niveau de vie le plus élevé, les taux d'épargne sont respectivement de 41 et 33% selon les estimations. Si le taux d'épargne est étroitement fonction du niveau de revenu, comme nous l'avons vu dans le graphique précédent, il est également influencé par l'âge de la personne de référence du ménage. Ainsi, chez les moins de 30 ans, les taux d'épargne médians semblent modestes. Ils s'élèvent chez les 30-39 ans, se réduisent ensuite quelque peu chez les 40-49 ans, pour se redresser chez les quinquagénaires, pour ensuite entamer une lente réduction vers les âges les plus élevés. Les flux d'épargne vont venir s'accumuler dans les stocks de patrimoine. Les formes de cette épargne vont correspondre à des types d'actifs, c'est-à-dire de patrimoine, détenus par les ménages. Le tableau affiché laisse apparaître les taux de détention par grand type d'actifs en 2010 en fonction de l'âge de la personne de référence du ménage. La dernière colonne fait apparaître la proportion de ménages possédant un patrimoine immobilier. La dernière ligne représente l'ensemble des ménages, une moyenne tout âge confondu. Ainsi, en 2010, 61,7% des ménages résidant en France possédaient un bien immobilier. Il apparaît que plus on est âgé, plus on a de chances de détenir un tel type de patrimoine. Cela est vrai pour la résidence principale et pour les autres logements, sauf chez les 70 ans et plus. En matière de patrimoine financier, on ne constate pas, globalement, de tels écarts en fonction de l'âge. Toutefois, en examinant les colonnes situées à gauche de la colonne patrimoine financier, on pourra nuancer les propos. Si les livrets d'épargne sont très répandus à tout âge, les valeurs mobilières et l'assurance vie font apparaître des écarts significatifs en fonction de l'âge. On notera également la quasi-disparition de l'épargne salariale passé 60 ans, retraite oblige. Si l'on examine cette fois les types d'actifs détenus en fonction de la catégorie sociale de la personne de référence du ménage, de fortes disparités apparaissent. Ainsi, 90,8% des ménages d'agriculteurs possèdent un patrimoine immobilier contre seulement 30,9% des ménages d'ouvriers non qualifiés, c'est-à-dire 3 fois moins. Dans le détail de ce patrimoine immobilier, les autres logements, résidences secondaires, biens de location, les inégalités sont encore plus fortes. 47,8% des ménages de profession libérale possèdent un autre bien immobilier que leur résidence principale, contre seulement 7,1% des ménages d'ouvriers non qualifiés, c'est-à-dire 6 à 7 fois moins. Concernant le patrimoine financier,
La détention de valeurs mobilières oppose également ces deux catégories. 52,1% des ménages de profession libérale en détiennent, contre 5,1% des ménages d'ouvriers non qualifiés, c'est-à-dire 10 fois moins. Ce sont surtout les différences de revenus selon la catégorie sociale qui expliquent des taux d'épargne, des flux, inégaux, et des taux de détention d'actifs, des stocks, encore plus inégaux.